Donc, voilà. La semaine dernière, on avait parlé un petit peu, on avait commencé donc, de parler des rôles des métabolites secondaires. Donc, on avait dit que les principales fonctions des métabolites secondaires, y compris donc, les antibiotiques, sont les suivantes. C'est des armes concurrentes contre d'autres espèces vivantes telles que les animaux, les plantes, les insectes et les micro-organismes. Ce sont des agents de transport des métaux. Je vous ai dit qu'on utilise parfois des plantes pour faire ce qu'on appelle la phytorémédiation. Par exemple, dans un sol pollueux, on peut utiliser une plante qui est capable d'accumuler soit du cadmium, du plomb, etc. Donc, ce sont des agents pour la relation symbiotique avec d'autres micro-organismes, agents de reproduction, agents de communication entre les organismes aussi. Donc, nous avons vu que des potentiels considérables comme des molécules d'intérêt pharmacologique dans l'agronomie, cosmétique, etc., marque d'identité d'une espèce, classification, taxonomie, interaction entre les organismes comme la pollinisation, molécules de défense comme des plantes qui accumulent des toxines et qui peuvent même tuer des insectes. Donc, quand ces insectes ingèrent ces molécules, ces toxines, donc ces toxines vont agir soit sur euh, l'organisme entier de l'insecte. Il y a ce qu'on appelle la régulation de la croissance aussi, quand on va voir surtout les hormones qui vont jouer un rôle très important dans la régulation, soit dans les mûrissements, dans la floraison. Il y a eu une partie consacrée donc, à cette notion dans ce cours. Il y a ce qu'on appelle la réponse allélopathique aussi. Donc, c'est surtout des plantes qui vont euh, empêcher d'autres plantes de se reproduire, de se développer dans un endroit donné. Donc, beaucoup de composés secondaires sont toxiques, vous le savez bien. Ils sont alors stockés dans des vésicules spécifiques ou dans la vacuole. C'est la question qu'on se posait, mais pourquoi, si la plante possède des molécules toxiques, pourquoi ce n'est pas toute la plante qui est toxique? Eh bien, c'est parce que donc, vous avez ces molécules, ils sont inactifs généralement. Ils sont inactifs, ils sont stockés dans des vésicules, dans des vacuoles, c'est quand il y a contact entre un enzyme ou les produits, donc qu'on va avoir la libération du principe actif qui peut être un poison ou du moins une molécule toxique pour les organismes. Donc, on a vu les fonctions des produits secondaires chez les végétaux, donc comme défense, attraction, protection contre les rayons ultraviolets. On voit donc comme pour les herbivores, comment ils repoussent les herbivores, ils dissuadent et parfois est toxique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Fonction biologique et signifiance des produits naturels des végétaux. Pour un grand nombre de ces composés, on a pu démontrer donc une signifiance adaptative importante dans la protection contre les herbivores et l'infection microbienne. Donc, des études qui ont aidé ont montré que la majorité des métabolites secondaires, ils participent dans la protection contre les herbivores et parfois contre l'infection microbienne. Pour, et plus loin, pour attirer les pollinisateurs et les animaux dispersent les semences et comme agents allélopathiques, on appelle allélochimie, qui affecte la compétition parmi les espèces végétales. Donc, ces fonctions écologiques affectent la survie des plantes de façon approfondie et il est raisonnable d'adopter les termes moins discriminatoires produits naturels des végétaux au lieu des métabolites secondaires. Pourquoi? C'est vrai qu'on dit métabolites secondaires, c'est comme si ce sont des molécules qui n'ont pas vraiment d'importance. Pourquoi? C'est au début, on a parlé que
quand on a fait la différence entre métabolites primaires et métabolites secondaires, on a vu que les métabolites primaires participent directement dans le fonctionnement, dans le maintien de l'organisme. Mais par contre, pour les métabolites secondaires, ils jouent un rôle au second plan. Ce n'est pas toutefois parce qu'une plante peut survivre donc sans les métabolites secondaires, mais une plante ne peut pas vivre sans les métabolites primaires. C'est pareil pour tout être vivant. Donc, pour les métabolites primaires, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est vrai que à mesure qu'on commence à faire de la recherche, on trouve que les métabolites secondaires, c'est vrai qu'ils ne participent pas dans les processus développementaux de la plante, d'un organisme vivant, mais ils jouent un rôle très, très important. On préfère de les appeler des préférences produits naturels des végétaux au lieu de métabolites secondaires. Mais ça, c'est une parenthèse. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les appeler des métabolites secondaires. OK? Donc, pourquoi un tel intérêt aux substances naturelles? Malgré la complexité de leur structure chimique, et rappelez-vous, ce sont des molécules généralement à plus de 20 atomes de carbone. Donc, c'est très riche en carbone, donc c'est des grosses molécules. Malgré la complexité de leur structure chimique et voie de biosynthèse, les produits naturels ont été largement perçus comme biologiquement insignifiants. Et historiquement parlant, ont reçu peu d'attention pour la plupart des biologistes végétaux. Donc, au début, il n'y avait pas vraiment beaucoup de recherches scientifiques sur les métabolites secondaires. Bon, il y avait plusieurs raisons. Il n'y a pas vraiment des méthodes pouvant aller jusqu'à la fin de ces études. C'est pour ça qu'on n'était pas trop intéressé. Par exemple, prenons le cas des polyphénols pour faire des extractions. C'est très, très difficile et c'est très coûteux puisque les voies de biosynthèse sont très grandes, sont très complexes aussi. Donc, c'était vraiment difficile d'arriver à une étude euh, importante. Donc, les chimistes organiques, par contre, se sont bien intéressés aux phytochimies nouveaux et ont extensivement étudié leurs propriétés chimiques depuis les années 50. Donc, l'étude des produits naturels avait stimulé le développement de techniques de leur séparation comme la spectroscopie, la chromatographie, tout ça, afin d'élucider leur structure et des méthodes de synthèse. Aujourd'hui, on est capable de déceler donc les différents types de produits, de molécules dans une plante. C'est à l'aide donc des techniques très sophistiquées comme la spectrométrie de masse, ok, comme l'HPLC, etc. Donc, qui constitue aujourd'hui la fondation de la chimie organique contemporaine. L'intérêt aux produits naturels n'était pas purement académique, mais était initié par leur utilisation comme teinte, polymère, fibre, colle, l'huile. Donc, ce n'était pas un intérêt académique, c'était plus commercial, en fait. On a besoin de voir donc comment on peut extraire donc de la teinture, des polymères, des fibres, de l'huile, etc. Donc, c'est vrai que, donc, avec la recherche pour des médicaments, des nouveaux médicaments, des antibiotiques, insecticides, etc., ça a poussé donc les scientifiques à aller plus loin parce que c'est très pécuniaire maintenant. Donc, vous avez des laboratoires donc, qui ont embauché des botanistes, des biologistes, donc pour rester dans la forêt juste pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques. Donc, il est important de noter que cette appréciation augmentée d'effets biologiques causés par des produits naturels a déclenché une réévaluation des rôles possiblement joués chez les végétaux, particulièrement dans les contextes des interactions écologiques. Parfois, quand on utilise les produits, on voit des effets secondaires. Et c'est à partir des effets secondaires, on commence à poser des questions. Est-ce que ces produits, ils n'ont pas un autre rôle chez la plante? OK? Un produit qui peut être bénéfique pour nous, mais pour la plante utilise donc juste soit pour
lutter contre un agresseur, soit pour lutter contre un micro-organisme, soit pour faire de la compétition, etc. Donc, c'est là qu'on commence à voir l'interaction écologique entre les substances naturelles végétales et leur milieu. OK, le rapport qui existe entre la plante et leur milieu biotique ou abiotique. Donc, c'est un peu dans le passé, vous connaissez un peu donc le pavot, une capsule maturante du pavot somnifère, c'est Papaver somniferum. C'est quand la capsule est blessée, vous voyez ici, on observe l'exsudation d'un latex blanc. Donc, le latex contient de la morphine et des alcaloïdes tels que la codéine. Si ce latex est séché, il se forme une substance dure et brune nommée opium. Donc, ici, c'est la statuette de Gazi en Crète, l'une d'une déesse du sommeil couronnée par des capsules de pavot somnifères. Voilà. C'est un peu d'histoire. Vous connaissez un peu l'histoire de la mort de Socrate, l'alcaloïde pipéridique, la conéine, donc le premier étant synthétisé est extrêmement toxique, donc qui cause la paralysie des fins des nerfs qui contrôlent les mouvements. Donc en 399 avant Jésus-Christ, donc les philosophes Socrate a été exécuté par la consomption d'un extrait contenant l'acide toxique. Donc c'était du conium maculatum. Voilà. Aussi, il y a euh, la question des thériaques, aussi un ancien antipoison. Est-ce que vous entendez parler de ce antipoison quand on mélange de la viande des serpents avec d'autres molécules juste pour pouvoir trouver l'antidote de poison? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, à travers la Bible, je me rappelle. Bon, c'est pas vraiment. Oui, oui, je me rappelle pas à travers la Bible, mais j'ai déjà entendu parler qu'on utilise la viande de serpent donc comme antidote pour certains poisons. Donc, c'est un ancien antipoison, nostrum contenant de l'opium, du vin, c'est un mélange, l'opium, du vin, de la viande de serpent, qui est encore utilisé aujourd'hui dans quelques instants rares. Recette pour thériaque de la pharmacopée royale donc publié en 1676. Ici, c'est un vaisseau précieux qu'on stocke donc du thériaque. Voilà. Donc, on dit thériaque a été développé comme un antidote contre les intoxications des coups de serpent, d'araignées et des piqûres des scorpions. Donc, l'histoire nous dit que c'était l'empereur Néron qui a fait un contrat avec le médecin Andoma pour trouver une médecine contre les maladies et poisons. Donc, c'est ça, c'est à peu près 64 drogues qu'il mélange avec de la viande, du serpent, du vin, tout ça. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il y avait vraiment, s'il y avait une réponse ou pas. Donc, je ne sais pas. Donc, il y a les structures des alcaloïdes, codéine et morphine du pavot, d'opium, ici. Donc, vous avez la codéine. Et les points rouges, ce sont les carbones asymétriques. Voilà. Donc, les carbones asymétriques chirales sont illustrés par des points rouges ici. Donc, vous voyez, ce sont des grosses molécules. Et B, il y a le crapaud bouffo marinus qui accumule une quantité considérable de morphine. C'est pour ça que nous contendons, surtout en Haïti, il dit que crapaud sont poison, il y a utiliser crapaud pour tuer un monde, tout ça. OK? C'est parce que dans le crapaud, il y a une quantité considérable de morphine dans sa peau. Et le crapaud, il utilise juste pour le repousser prédateurs, en fait. OK? Donc, sous des taches, sous poli, il y a des glandes qui possèdent donc de la morphine. Et morphine, ça, son façon que pour les repousser prédateurs qui envie attaquer. Donc, c'est plus les crapauds bouffo marinus.
structure des alcaloïdes Et atropines. professeur, Oui. moi connais morphine, c'est un médicament utilisé en cas de douleur aiguë. Mhm. M'pas vraiment et ouais, ils sont poisonneux. M'pas contre c'est en Mais fonction de dose là. ben, c'est une question de dose là. Aujourd'hui, Ok. on est capable de doser les molécules. Il faut voir l'effet de la morphine. Qui sa morphine en fait? Sous quel neurotransmetteur que l'ipral attaché en fait. C'est ça que vous besoin là utiliser li. Donc c'est juste pour atténuer un nerf en fait. Mais avec une dose très contrôlée. OK? On va voir ça plus devant. Donc structure du tropanalcaloïde atropine dans Iocyanus niger, c'est atropine est accompagné par les alcaloïdes iocyanine et iocine. Tous ces composés agissent de façon parasympathique. Vous savez que les systèmes nerveux donc, autonome, végétal, est composé du système nerveux parasympathique et sympathique. Donc, le système nerveux parasympathique a une fonction involontaire qui va essayer de tempérer les fonctions néurologiques inconscientes du corps. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont les acétylcholines que vous allez trouver. Et on va utiliser des médicaments juste pour atténuer ces neurotransmetteurs comme les médicaments anticholinergiques. Et la réponse plus au SNP, ce sont des réponses de relaxation. Vous allez voir quand les CNS, SNP sont activés, vous allez plus envie de manger beaucoup plus. Le désir sexuel va augmenter, en fait, quand vous avez donc ces systèmes qui est actif. Contrairement à la SNS donc les systèmes nerveux sympathiques, donc qui prépare l'organisme à l'action, en fait. C'est quand il y a quelque chose, un stress, donc il prépare l'organisme, c'est soit fight ou flight. C'est soit organisme là, les gourmets ou bien les courir. Son façon que ou pral ouais, c'est soit ou pral gagner rythme cardiaque qui pral augmenter, ou pral gagner respiration qui pral augmenter, et ou pral gagner donc activité digestive là, tout cas diminuer. Ou pral gagner ces deux neurotransmetteurs qui plus occupent de ça, ce sont les noradrénaline et adrénaline. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour montrer que comment c'est sous neurotransmetteurs ça ou pral gen produit ça qui pral agir. OK? Qui pral agir, ce soit pour lui ou pral ouais, c'est avec qui dose yo pral utiliser li si vous besoin augmenter rythme cardiaque yon monde ou bien si vous voulez diminuer toute activité ça yo connaît comment pour yo gérer produit ça pour yo faire ça. Donc yo pral agir ce soit sur le système nerveux parasympathique ou le système nerveux sympathique. OK? Donc, structure de la quinine, c'est un alcaloïde appartenant à la famille des monoterpénoïdes indoles. Donc, un extrait tonique préparé avec l'écorce des officinalis, donc, avait bien facilité l'exploration et la colonisation des régions tropicales par les Européens durant les derniers 3 siècles. Donc, Miguelita, pourquoi? C'est parce que ces composés étant encore importants pour le traitement du paludisme, malaria. Nous rappelons-nous dans la période, il y a même des gens qui t'a parlé de une molécule qui n'est pas trop différente, une plante qui n'est pas trop différente dans la période corona que ils ont voulu utiliser, donc même produit ça pour le traitement COVID. Donc, les composés sont encore importants pour le traitement du paludisme, malaria, causé par le parasite Plasmodium falciparum, en vue de résistance multiple vis-à-vis des médicaments synthétiques. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est vrai qu'on synthétise des produits pharmaceutiques, des antibiotiques, mais on ne pose pas la question des résistances. Parce que le plus grand problème, pour moi, le plus grand problème de la santé publique, ça va être comment résister aux micro-organismes qui sont développés
de résistance. Par exemple, là où on est malade ou à l'hôpital, yo bon, yon antibiotique. Et parfois, antibiotique ça, il gagne un large spectre. OK? Il gagne un large spectre. Alors, si on va essayer juste une minute, on peut essayer d'expliquer nous ça. Est-ce que nous avons un tableau non? Oui, oui, Noël. D'accord. Parce que le problème des antibiotiques aujourd'hui, les problèmes des antibiotiques, dans notre flore intestinale, nous avons plusieurs micro-organismes. OK? Nous avons A, B, C. Et parfois, A est très dangereux pour nous. Ça peut causer de la fièvre, etc. OK? Mais vous avez ces trois micro-organismes qui vivent en communauté. Ces trois micro-organismes vivent en communauté. Parfois, le problème, c'est ces micro-organismes. C'est ces micro-organismes qui causent du problème. Mais ces deux micro-organismes, ils sont inoffensifs. Mais quand vous utilisez une antibiotique à large spectre, vous mettez ici, eh bien, cet antibiotique, il va tuer A, C et B. Et parfois, il y a des relations entre C et B. Parfois, C est un prédateur pour B, ou du moins pour A. Et quand vous mettez des antibiotiques, c'est, comme on t'a dit ça, c'est comme si ou gagnez yon orange qui pourrit dans le panier. Au lieu de prendre temps pour choisir les oranges qui pourrit, on prend tout le panier et jeter. Ou prend tout le panier et jeter, qu'on a vu un ratement. Eh bien, c'est problème ça qui vient gagner. Parce que il y a des micro-organismes, antibiotiques nous gagnent, pas spécifiques. Li gagnent, là, on prend paracétamol, pas qu'on est, que n'importe quel antibiotique, non, il pas agit sur seul micro-organisme. Il agit sur tout micro-organisme. Parfois, il tue tout ça, ni ça bon, ni ça pas bon. Et là, ça, il vient créer un problème. Donc, demain, si vous venez une résistance qui vient développer vis-à-vis des antibiotiques, qu'on y a ni A qui méchant, ni B, ni C qui méchant, mais on n'a pas aucun antibiotique qui a lutter contre eux. OK? Mais là où fait ça dans la microbiologie, où connaît fonction, tout micro-organisme connaît comment ils fonctionnent, parfois nous pourrons faire ça la lutte biologique. Parfois c'est micro-organisme A qui pourra chasser B, A, ainsi de suite. OK? Donc, je ne dis pas, il n'y a pas tellement prêté attention à ça. On parle de malade ou il veut de telle infection. Il y a juste bon, un antibiotique qui ont large spectre. Ça veut dire qu'il ne peut pas le tuer seulement ça qui a bon problème, non, mais il a tué ni bon ni pas bon. Et c'est ça que moi dit dans. C'est un problème de la santé publique que en pile monde commence à réfléchir comment pour joindre une solution parce que journée jodi nous qui ça passé avec coronavirus une période nous gagne un variant OK ils font vaccin c'est ça mais yon temps après ou bon l'autre variant qui apparaît donc vaccin on gagne il pas efficace pour nouveau variant ça ou obligé de joindre un vaccin qui a couvrir tout spectre là. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est quelque chose nous avons toujours réfléchi sur lui parce que il y a un pile à faire là-dedans. OK, c'est ton parenthèse. Oui, Will Benz? Oui, professeur. Est-ce que pas de moyen biologique qui existait pour capable déterminer spécificité espèce pour connaître qui tel produit qui agit sur eux de façon spécifique? Tout à fait, mais c'est compliqué. Tout à fait. C'est comment, pour l'a dit, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. On comprend? Parce que ou tellement un paquet de micro-organismes,
trouver un antibiotique qui est spécifique à un micro-organisme spécifique, c'est un petit peu compliqué. D'autant que micro-organismes, il a développé de temps en temps, il a varié. Jounen jodi an ou gen lwa jwen yon micro-organisme qui répond, qui sensible à un antibiotique. 2 mois, 3 mois après, ou vin gen même micro-organisme qui vin résistant à un antibiotique. Donc, là, c'est compliqué. C'est vrai que gen des travaux qu'a fait pour aller plus spécifiquement, c'est même genre avec cancer. Longtemps, yon moun qui gagnait qui souffre de cancer, côté que ou gagnez donc toutes cellules cancéreuses, c'est parti yo qu'on fait ablation. Jounen jodi y a des techniques qui capables aller spécifiquement même des robots parce que m'a suivre ça tout dernièrement surtout au Canada là yo gen des tests y a fait des robots qui capables aller prendre graine cellule qui malade là seulement pour faire extraction. Au lieu que vous prend tissu net, mais vous êtes capable d'aller pour vous prendre une graine cellule qui malade là pour vous faire extraction. Vous comprenez? Ça, c'est toute bagaille qui est faite, mais c'est grand pile travail qui peut faire toujours. Donc, trouver la spécificité, c'est à ça qui t'a bien, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, en conclusion, les produits naturels exercent largement des fonctions écologiques. Les végétaux produisent une variété vaste et diverse de composés organiques dont la grande majorité n'apparaît pas directement d'intervenir dans la croissance et le développement. C'est ce qu'on a vu tout au début. Ces substances traditionnelles nommées métabolites secondaires sont souvent variablement distribuées parmi les groupes taxonomiques. C'est quelque chose, c'est un point que je suis très sensible à ça dans vos exposés, donc de la distribution, de voir comment les métabolites secondaires sont distribués parmi les familles. Parce qu'il y a une famille qu'on va retrouver plus des polyphénols, une famille beaucoup plus de terpènes, une famille beaucoup plus d'alcaloïdes. Donc, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ces produits pour faire la classification. On sait que telle famille donc, possède du latex, telle famille possède des terpènes, etc. OK? Leurs fonctions dont un grand nombre reste encore inconnu sont de plus en plus élucidées. Les métabolites primaires, par contre, comme les phytostérols, les acides lipides, les nucléotides, les acides aminés et les acides organiques sont présents dans toutes les plantes et jouent des rôles métaboliques essentiels qui sont communément évidents. Donc, c'est quelque chose, vous savez, donc les nucléotides, on a besoin de ça, les acides aminés, donc les acides organiques, tout ça, c'est important pour le bon fonctionnement de la plante. Ce sont les métabolites primaires. Donc, production de métabolites secondaires venant des végétales. Ici, Paulin, s'il vous plaît, Paulin. D'accord. Ça, ici, c'est un canevas qui présente vraiment comment sont les métabolites secondaires proviennent des végétaux. Ici, vous avez les plantes. Il y a plusieurs façons. Il y a l'ingénierie génétique. Aujourd'hui, on est capable de cloner tel gène si on connaît la voie de biosynthèse donc qui conduit à un tel produit. Donc, on peut cloner ça soit pour augmenter la production ou bien pour diminuer la production. C'est le cas pour... Là, vous connaissez la lignine, donc c'est quelque chose qui est très abondant chez les plantes. Et si on veut utiliser des plantes pour faire du papier, il faut enlever la lignine qui est très dure. Donc, pour ça, on est capable de sous-réguler les gènes qui produisent donc de la lignine. C'est dans l'ingénierie génétique qu'on fait ça. Donc, les plantes, c'est sélection de nouvelles variétés avec des rendements et une qualité plus importante. Là, on parle
des métabolites secondaires, en fait. Donc, les métabolites secondaires, si on sélectionne les plantes, on va sélectionner des variétés qui produisent une qualité importante donc, des produits donnés. On va essayer de faire une culture sur le champ, dans les serres, OK? On va faire des applications du futur, etc. Et après, il y a de possibilités aussi qu'on utilise les cellules, des cultures de cellules ou des organes. Je ne sais pas en physiologie végétale si on parle de ça avec nous, la calogénèse, OK, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut utiliser des cellules. Donc, on peut prélever des cellules totipotentes, OK, pour pouvoir régénérer des cales pour avoir des plantes saines. Surtout, on utilise ça pour faire des vitroplantes. Donc, des vitroplantes, ce sont des plantes indemnes d'infection. Les vitroplantes. Les vitroplantes, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, on utilise, ici, on a cette plante, OK? On va utiliser les méristèmes apicales parce qu'il y a une activité mérismatique qui est très intense ici. Donc, il n'y a pas d'infection dans cette partie. Comme la division des cellules est très active, il n'y a pas la possibilité vraiment pour qu'un micro-organisme puisse infecter cette partie-là. Eh bien, avec la biotechnologie végétale, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est d'aller dans cette partie, de récupérer les cellules, OK? Les cellules totipotentes. Vous vous rappelez, c'est quoi une cellule totipotente? Cellules capables de se multiplier. Ouais, voilà, tout à fait. C'est une cellule qui part encore différent. Nous rappelez-nous? Oui, Différencier. professeur. Voilà. Donc, il y a utiliser ces cellules ça. Donc, pour faire des cultures sous des milieux. Il y a un milieu qui est le milieu Chine, je ne me rappelle pas. Donc, c'est des milieux, on va faire pousser ces cales, on va prélever les cellules et puis on va apporter tous les éléments minéraux dont la plante a besoin. OK? Donc, après un temps, on va utiliser ces vitroplants donc, pour reproduire d'autres plantes. Donc, ces plantes-là, ils sont indemnes de micro-organismes. C'est pour ça qu'on appelle des vitroplantes, des plantes qui sont saines. OK? Donc, il y a tout ça, il y a les processing en aval, il y a surtout la fermentation dans des bioréacteurs. Si nous avons tout produit qui est utilisé, par exemple, il y a des plantes, une plante, c'est à peu près, c'est des tonnes de matière fraîche qui baillent quelques grammes des molécules là. Et c'est ça fait pour des produits, des médicaments qui sont très, très, très chers. Pourquoi? C'est parce que pour produire 0,5 ml, parfois, ou besoin qu'il n'ait pas une tonne de matière. Ou imaginons pour produire 1 ml, donc on a besoin de 2 tonnes de matière fraîche. Donc, du coup, à la fin, on prend un médicament, ça coûte très, très, très cher. C'est pour ça qu'il est obligé de jouer une autre alternative. Parce que, imaginons, si ces plantes ont besoin pour produire 0,5 ml, ou tu as besoin une tonne de matière. Pour produire 50 ml, ou à quelle quantité plante tu as besoin. Donc, non seulement ça n'est pas important pour la biodiversité, et c'est pour ça qu'on utilise l'ingénierie génétique. Aujourd'hui, on est capable de donner des enzymes à des bactéries, et ces bactéries sont capables de produire les produits désirés. OK? Ce qu'on appelle le plus souvent des fermentations dans des bioréacteurs. C'est comme l'insuline. Quand on va produire l'insuline, tout ça, on va utiliser donc des micro-organismes pour produire ça. Autre chose, utilisation biotechnologique des produits secondaires, plantes avec métabolites secondaires, on va avoir les arômes, épices, les fragrances
fragrances, comme parfum, les colorants naturels, comme poison aussi, des stimulants hallucinogènes, OK? Cocaïne, tout ça. Dans la phytothérapie, on va utiliser ça. Dans la biopesticide, on va utiliser des plantes qui ont donc des effets antifongiques, antiviraux, insecticides, herbicides, etc. Donc, dans la phytothérapie, on va utiliser des produits qui ont des effets analgésiques, antiarythmiques, etc. Ça, c'est tout ça qu'on utilise surtout dans la pharmacopée. OK? Donc, ici, on a quelques exemples des alcaloïdes physiologiquement actifs et leur utilisation en médecine. Donc, il y a beaucoup plus. Donc, c'est une liste non exhaustive. Donc, alcaloïdes, alcalodé, source végétale, application, OK? Nous avons ajmalicine que nous trouvons dans plante ça que nous puissions relayer la pervenche de Madagascar qui fonctionne par l'inhibition, l'absorption du glucose par les mitochondries du tissu. C'est comment ils utilisent. Nous prenons caféine, stimulant du système nerveux, etc. Donc, codéine relativement non toxique. OK? Nous avons la morphine tout à l'heure. C'est très actif, drogue toxicomane d'abus, nicotine, etc. Nous avons quinine qui a été utilisé contre le palu, etc. On a la tubocuranine aussi. C'est un relaxant de muscle non dépolarisant causant paralysie, utilisé comme un adjuvant pour narcose, etc. Donc, on ne va pas rester donc, dans ces détails. C'est juste des éléments, des documents, des produits qu'on utilise dans la médecine de nos jours pour faire des activités comme la venblastine qu'on utilise aussi. Donc, je crois pour arrêter la division cellulaire, surtout dans le cas des cellules cancéreuses. Donc, il y a la streptozidine, c'est le produit de la tryptamine et de sécologamine. Elle est précurseur d'une gamme d'alcaloïdes spécifiques. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des grosses molécules. À partir de cette molécule, on peut trouver donc tous ces micro-organismes, tous ces produits métabolites secondaires. C'est pour ça que aujourd'hui, on est capable, si on a ça comme donneur, on peut donner ces enzymes donc, à des micro-organismes pour produire ces molécules. C'est comme la vitamine D. Donc, on a juste besoin des précurseurs de vitamine D. Si on a les précurseurs de vitamine D, c'est pour ça, le plus souvent, on demande aux parents de mettre leur bébé, leur nouveau-né au soleil. OK? C'est parce qu'on a les précurseurs de vitamine D et le soleil, c'est un déclencheur, c'est un activateur qui peut induire la production de vitamine D. Alors, donc, on ne va pas rester sur ça. C'est surtout aussi donc, la séparation et la caractérisation de tous les enzymes qui interviennent dans la biosynthèse de l'opium. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir produire donc, ces substances, il faut connaître la voie de biosynthèse. OK? La voie de biosynthèse, quand on va faire une déméthylation, quand on va faire une transamination, etc. Donc, ça va vous permettre de savoir quelle enzyme qu'on va utiliser. Est-ce que c'est une transaminase? Est-ce que c'est une phosphodiesterase, etc.? Est-ce que c'est une phosphatase? Une fois qu'on connaît ces enzymes, on est capable donc de reproduire ce qui se passe au niveau de la plante, au niveau d'un laboratoire. Si on connaît tout ça, on peut faire ça au niveau d'un laboratoire. Et c'est ça, avec l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie d'étudier le fonctionnement donc des voies de biosynthèse chez les plantes et après, on va essayer de reproduire ça dans l'industrie. Parce que chez la plante, ça prend beaucoup plus de temps et ça demande beaucoup de matières premières. Alors, si on connaît les précurseurs exacts et parfois, on peut même produire un analogue. Une fois produit l'analogue,
Donc, on peut utiliser ça pour fournir les produits finaux. Donc, c'est le cas des métabolites secondaires qu'on utilise donc, dans la séduction des annonces commerciales comme les fragrances fines, des parfums, j'adore, vous vous rappelez, tout ça. Donc, rôle des métabolites secondaires, toujours, on trouve des métabolismes secondaires dans toutes les parties des plantes. Mais ils sont distribués différemment selon leur rôle défensif. Et cette distribution varie d'une plante à une autre. OK? Les métabolismes secondaires des plantes est lié au métabolisme primaire par 5 voies métaboliques primaires. OK? On va voir ça. Donc, ici, vous avez tous les produits, les métabolites secondaires, comme les cyanogéniques glycosides. Il y a un groupe qui va travailler sur ça. Les polyphénols, les flavonoïdes, tout ça, vous avez les plantes qu'on va retrouver ces produits. Vous avez leur fonction aussi. Ils jouent un rôle de protection. OK? Vous avez des métabolites secondaires qui participent, qui jouent un rôle de compétiteur. OK? Ils rentrent dans la compétition. Ils repoussent certaines plantes parfois. Il y en a aussi qui interagissent avec d'autres espèces. Surtout dans la symbiose, quand vous allez avoir une symbiose entre une plante et un insecte quelconque, donc parfois c'est parce que il y a un produit qui permet donc cette interaction. Et aussi, on a les éliciteurs biotiques aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est plus avancé, mais c'est dans un cours de relation plante-micro-organisme. Comment, en fait, ce sont des molécules que les plantes peuvent utiliser pour former de la symbiose. Donc, on va voir les PGPR, donc les hormones végétales, tout ça. Comment que ce sont des éliciteurs, ils sont capables de stimuler la plante. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir plus dans un cours qui s'appelle Relation plante-micro-organisme pour voir quel est l'intérêt, quelle est l'action de la plante sur les micro-organismes et en retour, l'action des micro-organismes sur la plante. Et il y a d'autres molécules qu'on retrouve donc, dans le commerce aussi, comme limonène, pinène, chlorophylle, etc. OK? Sources des métabolites secondaires. Les principales sources de métabolites secondaires sont les plantes. 80% des métabolites secondaires. Eux, les bactéries, les champignons et de nombreux organismes marins. Donc, les métabolites secondaires, ce n'est pas qu'à les plantes seulement nous joignons. Rappelez-nous que nous présentons un crapaud qui est capable de produire des alcaloïdes. OK? Nous avons les bactéries, les champignons. Quand on entend parler de l'ergot du seigle, nous entendons parler des champignons, ça? Oui, professeur. Voilà. Ergot du seigle. Donc, c'est tout une histoire comme ça que y a un paquet de monde qui était intoxiqué. Donc, parce qu'ils ont mangé une plante qui était contaminée par ergot du seigle. OK. Tout ça, c'est des histoires. On va retrouver aussi des micro-organismes marins comme les éponges, les coraux et des escargots qui produisent aussi des métabolites secondaires. Donc, ici, ça, c'est méthylien arctique, ça, donc, qui énumérait donc, les métabolites microbiales qui sont actifs. On comprend? On trouve dans la plante près d'1 million. OK?
mais quantité qui gagne une activité biologique, mais qui quantité qui est utilisée comme antibiotique. Et ça, c'est tout ça nous joignent, ça nous joint dans les plantes supérieures, ça nous joint dans les microbes, dans les algues, les lichens, etc. Ça, c'est tous les micro-organismes. Ça, ce sont les composés qu'on connaît aujourd'hui. OK? Donc, ça, c'est un article qui datait de 2005. C'est sûr que information ça, yo pas à jour. Yo pas à jour. N'a besoin parce qu'avec technologie, avec études qui faites, donc il a retrouvé plus métabolites secondaires. Yon nan rôle métabolite secondaire yo, c'est pour yo faire ce qu'on appelle la chimiodiversité végétale. Qui est-ce qui a expliqué moi en gros qui ça chimiodiversité végétale là? Miranda. Miranda, qui ça chimiodiversité végétale là? Oswell. Il n'y a personne? Monsieur, je ne sais pas. Professeur, est-ce que nous sommes capables de dire que biodiversité végétale, là, il traduit que le fait que les plantes ne pas constitué de une seule catégorie de molécules, mais de plusieurs catégories de molécules qui vont combiner pour exercer une action spécifique. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme si m'a parlé de diversité végétale, m'a parlé de plusieurs plantes. Ouais, ça veut dire? Mais si m'a allé plus profond, moi dis chimiodiversité générale, là me descend plus bas, m'a allé dans composition chimique chaque plante. OK? Donc, plus de 2 millions de métabolites secondaires sont connus et sont généralement classés en fonction de leur grande diversité de structures, de fonctions et de biosynthèse. Donc, on va avoir les composés. Donc, il y a dans des articles, dans des bouquins, on va trouver beaucoup plus de groupes, beaucoup plus de catégories. Mais ici, on va essayer de rester sur 4 grands groupes chez les végétaux, des métabolites secondaires. OK? Dans d'autres bouquins, vous allez trouver d'autres groupes. Par exemple, il y en a qui vont mettre les anthocyanes dans un groupe. OK? Les polyphénols dans un groupe, etc. Mais ici, on va essayer de voir les composés phénoliques qui sont les acides phénoliques, les coumarines, les lignanes, les stilbènes, les flavonoïdes, les tanins et la lignine. Donc, pour vous dire que il y a des auteurs qui essaient de classer les flavonoïdes comme un groupe à part. OK? Mais on va essayer de voir que les composés phénoliques, c'est un ensemble qui regroupe les acides phénoliques, les coumarines, les lignanes, les stilbènes, les flavonoïdes, les tanins et la lignine. Et après, on va voir les composés terpéniques. Ce sont des substances volatiles des plantes. Donc là, où prend un citron, zeste citron, ça va le dégager, ce sont des composés terpéniques. Et vous allez voir, les composés terpéniques, ce sont généralement des petites molécules qui sont capables de se volatiliser. On va utiliser ces molécules surtout dans le parfum, donc l'odeur, les ou flûter parfum. C'est plus pour dégager des composés terpéniques. On va voir les glycosides, les caroténoïdes et les stérols. Et vous allez voir les stérols donc, qui vont être donc, les précurseurs des vitamines D, etc. On va voir ça. Il va y avoir les saponines
Et enfin, les alcaloïdes et les composés azotés, comme les glucosinolates, les glycosides cyanogéniques. Donc, parmi les alcaloïdes et les composés azotés, les glycosinolates, c'est quelque chose que vous allez faire comme exposé. Je ne vais pas parler des glycosinolates, je ne vais pas parler des glycosides cyanogéniques, c'est à vous d'en parler. Donc, c'est pour votre exposé. Vous allez en parler. Encore, en parlant de la chimiodiversité végétale, toujours, ça c'est un tableau donc des métabolites secondaires. C'est ici, vous avez dans la colonne de gauche le nom de chaque plante et au milieu, on a vraiment l'ingrédient actif, le nom de l'ingrédient actif. Et ici, c'est dans quel type de cellules qu'on retrouve donc ces molécules. OK? Rappelez-vous tout à l'heure que je dis que les produits, donc, ils sont repartis dans plusieurs endroits au niveau de la plante. Ça peut être au niveau de la racine, au niveau de la tige, au niveau de la feuille, au niveau du fruit, etc. OK? Ici, vous regardez, donc, il y a plusieurs produits là. Il y en a qu'on va retrouver dans la chevelure racinaire, donc dans le système racinaire. Il y en a, c'est dans le cal. Il y en a, c'est dans les feuilles, etc. OK? Et il y en a aussi qu'on va retrouver dans toute la partie de la plante. Ici, c'est un schéma qui essaie d'expliquer comment les différents groupes de métabolites secondaires que j'ai parlé tantôt. C'est un schéma simplifié des voies principales conduisant à la synthèse des métabolites secondaires et leur interaction avec les métabolites primaires. Ici, vous avez la photosynthèse. On va produire le métabolisme primaire du carbone. OK? Vous vous rappelez de ça? Donc, les 3 phosphoglycérates, 3 PGA, les pyruvate, phosphoénol pyruvate, acétyl-CoA, cible de Krebs, qui pral les acides aliphatiques, et les acides aliphatiques qui pral les acides qui pral les alcaloïdes. Vous avez les différentes voies aussi, les voies de l'acide chikinique et les voies de l'acide malonique. On va en parler tout ça. OK? C'est voie ça qui est très important. Voie de l'acide chimique, voie de l'acide malonique, voie de l'acide mévalonique et voie des 3 PG pyruvate. Donc, ça, c'est des voies que pour nous obliger qu'on ait. OK? Les différentes voies qui conduisent à tel groupe de métabolites secondaires. Nous parlons aussi voie de l'acide chimique, voie de l'acide malonique, voie de l'acide mévalonique et voie des 3 PGA. OK? Qui en tout, qui prend tous les produits surtout les composés phénoliques, donc l'ensemble des métabolismes secondaires. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une interaction entre le métabolisme primaire et le métabolisme secondaire. OK? C'est à partir des métabolismes primaires qu'on va produire donc des composés de métabolites secondaires. Ici, c'est un diagramme du métabolisme primaire et secondaire. Si nous, ici, nous gagnons métabolique primaire, OK? Photosynthèse, nous gagnons tout produit qui fait glucose, glycolyse, pour nous arriver à acétyl-CoA. Acétyl-CoA, donc qui pral ba nous le malonyl-CoA pour là nous tomber dans les acides mévaloniques. Donc, ça, c'est un schéma simplifié, mais nous ne parlons pas les plus devant, donc, de voies de biosynthèse plus spécifiques à chaque produit.
et nous avons les produits des métabolites secondaires, OK, comme l'acide chimique, donc les acides aminés aromatiques, les acides aminés aliphatiques, etc. Et les métabolites secondaires, à chaque ça, il faut que nous connaissions que c'est à partir de ça, il faut nous connaître à partir des acides aromatiques, on va tomber sur la lignine, la lignane, les composés phénylpropanoïdes et les coumarines. À partir des acides aliphatiques, OK, on va tomber sur les alcaloïdes, les peptides, les cyanhydrines, sulfurés, etc. Donc, on va voir ça plus en détail. Donc, c'est sûr que chaque groupe de métabolites, donc, dérive d'une voie de biosynthèse. Et c'est mieux de connaître cette voie de biosynthèse. Si on veut produire, donc, tel composé de métabolites secondaires, il faut connaître la voie de biosynthèse. C'est la voie de biosynthèse qui va vous amener à produire telle substance. Si vous ne connaissez pas donc la voie de biosynthèse, vous ne pouvez pas mener une stratégie de biosynthèse. Ça, c'est sûr. Donc, premier groupe qu'on va essayer de voir, il est quelle heure? OK, premier groupe, on va essayer de voir, c'est les terpènes. Donc, c'est les plus petites, les molécules. Les terpènes, le nom vient du mot allemand terpène, provenant de das terpentine. La térébenthine, l'emploi francisé terpène, date de la fin du 19e siècle. Au sens strict, les terpènes sont des hydrocarbures, mais de nombreux dérivés, alcool, aldéhyde, cétone, acide, des structures apparentées sont considérées comme des composés terpéniques. Généralement, il faut mettre en tête que les terpènes sont des hydrocarbures. Qui ça qui ça veut faire nous comprendre qui c'est une marque d'hydrocarbures dans composé ça qui c'est un terpène comme l'isoprène. Des notions de chimie organique. Oh, nous une connexion n'a pas bon même. Oui, en fait, Ouais. une question à vous. Oui, alors on dit qu'au sens strict, les terpènes sont des hydrocarbures. Donc, en vous souvenant des notions de chimie organique, ici vous avez un composé là, un isoprène. Qu'est-ce qui nous amène à dire que cette molécule est une hydrocarbure? Parce qu'il est composé seulement d'hydrogène et de carbone. Non Et seulement deux? il est composé de carbone et d'hydrogène, Tout à fait. en plus, nous pouvons parler aussi des liaisons Ouais, également. ouais. C'est des liaisons de type. Allô? Ouais, quel type de liaison? Covalente. Covalente, liaison covalente. Donc, Allô? oui. Oui, vous avez entendu? Non, non. Oui, des liaisons covalentes, en fait. D'accord. OK. Oui, répartition des terpènes. Ici que, bon, il faut savoir que, comme on l'a dit, les terpènes, donc, on les considère comme des hydrocarbures, c'est-à-dire ils sont formés d'hydrogène et de carbone. Donc, on va essayer de répartir les terpènes. Alors, gagnons une petite nuance dans nomenclature des terpènes. Nous parlons ça plus devant. Parce que il y a un pile monde qui toujours fait tirer ça, mais nous parlons ça plus devant. Nous parlons qui est nous gagnons terpènes. Pour nous connaître qui est nous gagnons terpènes. Nous parlons parler des unités isopréniques et qui est nous gagnons unité isoprénique, nous pouvons parler des terpènes. Nous parlons ça tout à l'heure. Donc, répartition des terpènes.
on va les hémiterpénoïdes, par exemple, isoprène. Combien d'atomes de carbone il y a là? 5, professeur. 5. Voilà. Donc, déjà, les hémiterpénoïdes, ce sont des éléments de base. Ils ont 5 atomes de carbone. OK? On a les hémiterpénoïdes, on a les monoterpénoïdes. Ils ont combien d'atomes de carbone? Mono, côté mono. Mais yo, combien? 9, professeur. 9? Non, non. Non. Dix, professeur. 10. Voilà. Donc, pour avoir un monoterpène, il me faut 2 hémiterpènes. OK? Et après les monoterpènes, on va trouver les sesquiterpènes. C'est à peu près combien d'atomes de carbone? Pour qui classe projet? Pour les sesquiterpènes. 15, professeur. 15. Voilà, il y a combien d'unités isoprènes ici? Il y a 3 unités. Voilà, ici, il y a combien d'unités isoprènes? Il y a 2 unités Tout à fait. isoprènes. Tout à fait. Donc, pour avoir un terpène, un monoterpène, il me faut 2 unités Voilà. isoprènes. Tout à fait. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Les triterpènes, les triterpénoïdes, les tétraterpénoïdes, on va voir de temps en temps, à partir des triterpénoïdes, on peut parler de cholestérol. OK? Ici, on a les terpènes. Quelques exemples comme, nous connaissons médicaments ça, les paclitaxel. C'est un antitumoral. Bon, par contre, pour le camarade, Ouais. Donc, si nous tapons sur Internet, nous avons besoin de médicaments ça, les paclitaxel. C'est un antitumoral. Nous songeons ça Nous songeons molécule ça artémisinine. Dans la question de choléra, monsieur. Molécule ça fait un pile parler. là, vraiment. Nous pas de compte faire boitité nous. Oui? Artémisia? Professeur, Oui. Vous dites choléra, professeur. vous dites aller à Oh, désolé. Désolé, me dit choléra, me tape dit COVID. Corona. Ah oui, Corona, oui. Désolé. Oui. Gon remarque, oui? Oui, professeur. Oui. Oui, vous avez dit terpène, c'est un hydrocarbure, pas vrai? Ouais. Dans le schéma, je regarde là, moi, la présence de oxygène, je connais. Tout à fait. Alors, si vous voyez bien, au sens strict, les terpènes sont des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que ce sont des unités isopréniles qui forment les terpènes. C'est pour ça que je prends le soin de présenter donc l'unité isoprénile là. OK? Après, vous avez cette même structure. OK? On a les monoterpènes, vous avez des unités isoprènes, les sesquiterpènes, voilà. Mais après, vous allez avoir d'autres molécules, d'autres éléments comme des groupements OH, OK? Qui vont se greffer sur la molécule. Mais la structure de base, c'est un
Hydrocarbures. C'est clair? C'est pour ça on dit au sens strict, les terpènes sont des hydrocarbures. D'accord? D'accord, professeur. Ouais. OK? Donc, ça, ce sont des molécules qu'on utilise dans la pharmacopée. C'est comme la paclitaxel, méthobutate d'ingénol, OK? Les gingolides, c'est un vasodilateur cérébral, et artémisinine qui sont antipaludéens. Donc, répartition des terpènes. La très grande majorité des terpènes est spécifiquement du règne végétal. Mais très spécificité, mais cette spécificité n'est pas absolue. Donc, c'est pas au cas joindre quelques règles qui produit une fine partie de terpènes. Mais en général, là, on a parlé des composés terpéniques, c'est caille-plantio d'abjoigno. On rencontre des sesquiterpènes et des diterpènes des structures variées chez les animaux marins, comme les cnidères, les spongiaires, et les phéromones monoterpéniques connus chez les insectes. Et par exemple, fourmis, là où on fourmi, si nous prenons exemple, nous fourmis au fond ligne à marcher, nous faisons expérience à la caille nous. Prenons crème baconné et puis font trait pour ta couper ligne côté à marcher pour si fourmi yo pas dévier. D'après nous, qui ça fait ça? Donc, gros expérience pour eux, nous allons faire la hausse. Oui. D'après nous, qui ça a causé ça? Nous rappelons-nous que nous avons parlé, nous dit les métabolites secondaires, ils ont utilisé les molécules pour des interactions. OK? Les moyens ont fourmi. OK? Cap massé, li libérer des phéromones côté le passé. C'est ça qui permet que fourmi cap sorti derrière, l'a emprunté même chemin. C'est phéromones non que l'a suivre. C'est ça qui fait li ou fourmi yo fait une ligne. OK? Mais si moi vini, moi mette une obstruction là, c'est comme si moi perdu fourmi ça yo k'ap vinn derrière. Yo perdu ligne phéromone non. Donc yon ti jan égaré. Si vous prenez un cré que n'importe bagay ou font très là, là arrive un paquet de fourmi là, ou après yo perdu, yo pas comme ça pour yo faire. Un paquet après yo camper. OK? C'est à partir des phéromones ça yo, ce sont des monoterpènes, ce sont des petites molécules que insectes ça yo capable libérer qui pour permettre de communiquer avec l'autre insecte pareil. Et je ne connais pas si bien ça dans le diapo, il y a une interaction qui est très importante. Il y a une plante qui est attaquée par un insecte. Une fois qu'elle est attaquée par un insecte, qui ça le fait? Libérer un produit terpénique. Produit terpénique, ça, quand ça le fait? Là, il y a un prédateur pour insecte ça, qui reconnaît produit ça, eh bien, il vient directement là, qui ça le fait? Il manger insecte ça, et puis il libérer plante de ça. Ça, c'est des études qui ont montré ça. Donc, interaction qui gagne entre plantes. Le fait que plante là, li attaqué par un micro-organisme, par un insecte, qui ça le fait? Li libérer un produit, et produit ça, li reconnaît par un autre insecte qui c'est un prédateur ou insecte ça qui attaque plante. OK? Donc,
Les terpènes constituent le plus grand ensemble des métabolites secondaires des végétaux, notamment les plantes supérieures. Donc, une bagay que nous ka retenu jodi an que terpènes yo représenté plus grand ensemble métabolites secondaires, notamment chez les plantes supérieures. C'est clair? Voilà. Mais quand on devait arriver avec nous, les hydrocarbures terpéniques, formule brute. La formule brute générale est C5H8N pris C5H8 pris N fois. OK? Est-ce que nous rappelons-nous? Est-ce que nous rappelons-nous le C5 H8 pris N fois ça? C'est quoi? Isoprène. C'est isoprène. OK? C'est l'unité isoprénique. Donc, c'est la formule brute générale des terpènes. C'est la formule brute. Donc, c'est C5H8 pris N fois. Donc, ça, c'est un hydrocarbure. Donc, c'est une unité isoprénique. Si moi gagne ça qui si moi remplace N par 2, qui ça me va gagner? Monoterpène. OK? Nous gagnons avec N, tout à fait. Avec N égale à 1, nous gagnons l'isoprène. Faut que nous pas faire erreur ça. Souvent, nous pensons que nous gagnons monoterpène à partir de N égale à 1. Non. Nous gagnons monoterpène, c'est à partir de N égale à 2. OK? Ici, donc, N égale à 2, moins gagnons monoterpène. N égale à 3, moins gagnons c'est ce qui terpène. N égale à 4, moins gagnons qui ça? Terpène. Moins gagnons 10 terpènes. OK? N égale à 5, là, on a une différence. Moins gagnons 6 terpènes. 6 triterpènes, 8 on tétraterpène. Donc, à partir de au-delà de 40 carbone, là, moi, qu'à parler de caoutchouc, polyterpène. Le caoutchouc naturel. Donc, à partir de N, donc, à partir de une structure qui est supérieure à 40 carbone, là, maintenant, polyterpène, et les âmes qui parlé de caoutchouc naturel. OK? Ça, faut que clair dans tête nous, pour nous pas faire erreur ça. Donc, on parle de monoterpène à partir de N égale à 2. Donc, c'est-à-dire quand j'ai 2 unités de l'isoprène. Donc, N égale à 1 m'a bien C5H8. OK? Là, c'est isoprène. Pour me un monoterpène, j'ai besoin de isoprène. Pour me un triterpène, pour me un diterpène, combien isoprène besoin? A besoin 4. A besoin 4. Bien. Donc, ça, c'est nomenclature, là, c'est très important parce que souvent, je viens d'étudiants qui sont toujours perdus dans ça. Donc, la structure des terpènes, certains ont une structure acyclique. Ça veut dire une structure acyclique.
Structure là, ça forme des cycles. Ouais, c'est une structure ouverte. OK? Ouverte. Voilà. Etc. Etc. Moi, gagne là, m'a gagne des alternances de doubliaison. OK? Par exemple, là, moi, gagne donc deux unités. Professeur, avant ce tableau, appelé sous caméra. Ne pas. Attends. Faut me changer caméra. Attends, m'a changer caméra. Irium. Juste une minute. Est-ce que ça va là? Ça va? Oui, professeur. OK, d'accord. Donc, ici, en fait, certains ont une structure acyclique. Ils comportent un nombre de doubles de liaison correspond à leur formule. Brut, 3 pour 10, H16, 5 pour C20, H32, 7 pour C30, H48. D'autres ont un cycle, soit un nombre plus réduit de doubles liaisons. Par exemple, pour C10, H16, un cycle de 2 doubles liaisons ou 2 cycles et une double liaison. Donc, le nombre de répartitions du motif isoprénique, des réactions de cyclisation, les arrangements et les diverses oxydations et réductions que subit le squelette carboné sont à l'origine de la grande diversité structurelle de ces molécules. Parce que une bagaille pour connaître, comme il y a plusieurs structures qui mettent ensemble là, plusieurs molécules, des unités isopréniques, et bien par des réarrangements moléculaires, donc c'est ça qui permet de gagner une diversité de molécules. Pour ne pas faire chimie organique, nous connaissons le mécanisme réactionnel. Si nous avons un paquet de double liaison qui délocalisé là, donc avec molécule acyclique ça, nous avons un paquet de bagages avec lui. OK? Nous avons délocalisé électrons, jambe double liaison ça, si vous voyez là, etc. Donc, une fois, depuis que je passe dans une double liaison là à là, qui ça bat moins une autre molécule. N'est-ce pas? Ça bat moins une autre molécule. Donc, puisque il y a une possibilité ça pour gagner tout réarrangement moléculaire ça, donc ça permet que ou gagne terpènes qui gagnent une diversité qui très, très, très grande. C'est clair pour tout le monde? Entendez-nous? Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. Je vais tirer pour moi parce que je suis déconnecté. On est à un problème. Alors, oui. Là, nous parlons de structure isoprène, surtout dans la structure acyclique. Si vous remarquez, moi, j'ai par exemple, dans une unité isoprène, moi, j'ai une double liaison, n'est-ce pas? Mais double liaison, ça, si m'ajoute, il y a une possibilité pour double liaison, ça, l'idée délocaliser de temps en temps. S'il sortit là, il bascule le vide dans point ça, molécule là, pas même bagaille encore. Nous d'accord avec? Nous d'accord avec? Vous comprenez? L'éclair, si il y a molécule ça là, OK? Et moi, j'ai un l'autre. Voilà. Moi, j'ai plusieurs possibilités. Par réarrangement moléculaire, j'ai une liaison ça, qui est capable de faire ça. J'ai ça.
une liaison ça yo qui capable de délocaliser, vice versa. Et là, yo délocalisé, qui ça qui vient passer? Molécule initiale que mien a changé. Tout dépend des milieux réactionnels là, tout dépend des constantes réactionnelles là, qui ça qui va le passer. Eh bien, ça va rendre moins gagner une diversité de molécules. Ça a toujours des terpènes, mais avec des réarrangements moléculaires différents. Puisque il y a plusieurs réarrangements moléculaires, donc ça vient faire il y a plusieurs types de molécules. Est-ce que nous comprenons? C'est comme si nous dit nous gagnons les alphabets. Ou du moins, nous 20 lettres de l'alphabet, mais avec les 20 lettres, ça, nous avons fait plusieurs phrases. Nous comprenons? Ça va? Oui, ça peut aller. Oui, d'accord. Oui, d'accord, professeur. D'accord, ok. Donc, ça c'est un autre petit tableau. Alors, je retourne ici. Je retourne sur caméra ça, ok? Donc, ça c'est toujours classification des terpènes, ok? Qui montre que nous, à partir de N égale à 2, c'est monoterpène, c'est 10 atomes de carbone. N égale à 3, c'est skiterpène, c'est 15. N égale à 4, diterpène, c'est 10, c'est 20. Donc, là aussi, faut que nous pas faire erreur ça. Parfois, nous avons faire nomenclature là à partir du nombre de carbone. Le plus intéressant pour nous faire nos nomenclature là à partir du nombre d'unités d'isoprène. Parce que si je fais nomenclature là sous nombre de carbone, eh bien, un diterpène, c'est C10. Nous comprenons ça, me le dit? Nous comprenons? Oui, professeur, nous essayons de comprendre. Voilà. C'est nomenclature là, faut que nous plus baser sur les unités isoprènes, c'est-à-dire sur la variable N. OK? La variable N peut prendre donc les unités isopréniles. Donc, les N égale à 2, c'est vraiment gagnant C10, mais c'est un monoterpène. Pour gagner un diterpène, je suis obligé de gagner 20 atomes de carbone, etc. OK. Donc, aussi, nous, ça m'a dit tout à l'heure, les C5 hémiterpènes, tête, qu'on appelle méthylbutane. Les C10 monoterpènes, c'est diméthyloctane. C'est ce qui terpène, ce qu'on appelle pharmésane. C20, c'est diterpène, c'est un phytane. À partir de 25, on parle de 2, 6, 10, 14, 18 pentaméthyldicosanne. Donc, à partir de 130, on parle de squalène. Squalène, c'est un tritépène. À partir de 40, là, on va trouver les carotènes. Et puis, plus de ça, nous parlons dans les gutta-percha. Donc, c'est des molécules qui très, 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 très grandes qu'on appelle des polyterpènes. C'est clair? Donc, pour nous aujourd'hui, si nous avons carotène, nous parlons de carotène, nous avons dit déjà c'est une molécule qui a à peu près 40 atomes de carbone. Donc, la carotène, c'est quel type de métabolite secondaire? Je vous écoute? Terpène. C'est un terpène. Plus spécifiquement, c'est un tétraterpène. D'accord. Donc,
les composés terpéniques oxygénés, parce que tout à l'heure, nous dit de manière stricte, les composés terpéniques sont des hydrocarbures, mais on a des composés terpéniques qui sont oxygénés. Leurs chaînes carbonées sont analogues à celles des hydrocarbures, acycliques, correspondant, mais avec souvent une insaturation moindre. Exemple, le menthol. Menthol, c'est yon quoi? Yon monoterpène ou bien yon diterpène? Monoterpène. C'est ça. Donc, le menthol C10H19OH est un monocyclique et saturé. Donc, c'est un monoterpène. Les limonènes, c'est un quoi? Monoterpène. Monoterpène. Voilà. Et yon nan bagay pou jounen jodi, tout ça nou qui gen odeur yo. Généralement, ce sont des composés terpéniques. Là, on prend un orange, odeur limonène que vous avez dégagé. Là, on prend un paquet de fleurs. Et là, on prend jasmin, odeur que vous avez dégagé. Généralement, ce sont des composés terpéniques oxygénés. OK? Si je prends hydrocarbure tout court, ce n'est pas hydrocarbure qui a une odeur qui senti bon. Monsieur, par exemple, je dis à monsieur qui a des fleurs qui senti bon, généralement, fleurs ça yo gen des composés terpéniques oxygénés. OK? Donc, les motifs isoprènes, on peut du point de vue des structures, les considérer comme des polymères de l'isoprène. Par exemple, les déméthylbuta 1,3-dième. Donc, ça, c'est nomenclature. On peut en effet toujours découper en motifs isoprènes. La formule de terpène, c'est 2 motifs pour un monoterpène, 3 motifs pour un sesquiterpène et 8 pour un tétraterpène. Donc, ça, pas besoin d'aller plus loin. Ça, c'est le cas. Nous connaissons basilic, monsieur. Ça qui senti bon dans basilic, on lui relève oxymène. Combien d'atomes de carbone il y a là? C'est nous pour définir, pour nous dire qui ça y est. Est-ce qu'elles sont triterpènes? Est-ce qu'elles sont diterpènes? Comment? Mono. Voilà. Donc, oxybène que nous retrouvons dans basilic, c'est un monoterpène. Donc, odeur nous dans basilic, li dû à une molécule qui est oxymène. Donc, nèg k'ap fait tiba yo, si vous besoin de faire extraction, ou bien aller chercher connaît comment on ka extraire oxymène dans basilic. Donc, ou ka fait comme on prend produit ça pour colorer manger ou pas pour colorer pour bailler manger ou belle odeur, etc. Donc, c'est tout bagay qu'on a fait. C'est bon? Donc, la semaine prochaine, on a parlé de l'origine des terpènes. Est-ce que nous disponibles pour nous travailler lundi? Bon, vous-même, c'est oui, Non, besoin clair. Et puis, s'il vous plaît. À qui le professeur? Ben, ça prend toujours. Si nous sommes capables. Si nous sommes capables dans le matin, bon, il ne va pas déranger. Matin, pas bon. Non, matin, pas bon. Parce que nous avons ensemble. OK, 4h-6h, est-ce que nous clairs sous ça? Parce que si il y a un dérangement, parce que moi-même, c'est adapter, m'obliger à adapter. Parce que les envie de son l'autre bagaille me favel. OK? Les envie de son l'autre bagaille me favel. Et nous avons un examen que nous devons faire, nous ne connaissons pas qui est madame n'a été. Donc, moi, c'est avant le dia, nous avons ou du moins, on quitte courant pour
on nous quitte li pour mardi. Si nous connaissons mardi, nous sommes Bon. disponibles. Oui, professeur. D'accord. Donc, mardi Oui, moi, prochain, c'est mieux, oui. mardi prochain, on a continué sur Origine des Tempêtes. Comment? Ok. D'accord. Et une bagay, s'il vous plaît, monsieur, si toutefois que moi écris un message, moi envoyé sur le groupe là, nous, ouais, nous lis message là, c'est moi, nous réagis. Excusez-moi, monsieur. Juste bon mon minute. Non, professeur, Oui, m'a fini, bon minute. t'as monsieur. Oui, monsieur. Oui, en fait, maintenant, moi, je suis sorti et moi, pas de message. Sinon, vous me voyez devant moi, Non, mais ouais. il Et pas groupe plus là, ou même. Il pas ou même, pas parler de ou même parce que pour qui raison? Parfois, les moi, non, groupe là, pas une réaction, m'obliger essayer écrire en privé pour moi ça. Mais les moi un message non, concernant le groupe là sous groupe cours sous groupe là, n'importe étudiant qui fait partie de cours qui voit message là, nous pas besoin de temps que m'pa connaître ce président qui pour réagir parce que moi-même non, oui, Professeur, vous partez ça, mais tout. oui. Mais qui ça te passe, pour monsieur? Hein? Professeur, Allô? un petit problème, oui. oui, Allô? Parce que sur le groupe là, nous ne pouvons pas réagir Mais qui parce ça que te passe? c'est seulement ou même avec le C'est président seulement qui doit écrire administrateur. seulement. Ouais, tu peux- ah d'accord. Oui, professeur. En fait, c'est pour inviter votre message. Vous connaissez bien l'autre professeur sur Google. Allô? Oui, oui. 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 En fait, c'est pour inviter votre message sur Google. On connaît groupe que le professeur là dedans. OK. Obligé de pas mettre accessible pour tout le monde. Donc, pour tout le monde capable Ah, d'écrire parce d'accord. que. D'accord. Eh Oui. bien, prochaine fois, m'a essayer envoyer un petit mail. Parce que j'ai un mail liste nous. Si il y a un changement, m'a envoyer un mail. Donc, à chaque monde. Professeur, Oui? parce que nous pas qui a fait parce que nous avons créé un groupe avant et pour nous capable discuter avant leur message mais groupe ça leur voyer pour capable voir sur parce que pour laisser à personne va dire pas tout parce que dans l'objectif président fait groupe là c'est parce que les gros messages importants qui dit quel que soit professeur qui dit là pour tout le monde garder accès avec facilité. D'accord. Mais D'accord. dans le cadre de cours là, il y a d'autres professeurs qui fait D'accord, qui sont créé ça. un groupe. Et puis à partir de groupe là, si il y a une discussion qu'a fait, nous qu'a fait facilement. Ah ben, OK. Donc, nous quittons nous le soin pour nous créer le groupe là et puis n'envoyer le lien en bon. Oui, d'accord, monsieur. Ah ben, OK, monsieur. Donc, c'est ton plaisir.